Bonjour à tous. Merci beaucoup, cher Eric Scholl, de votre invitation. J'en suis honoré. Je suis vraiment très heureux d'être avec vous cet après-midi pour évoquer un sujet, vous l'avez dit vous-même, un sujet délicat, un sujet difficile. Et pour commencer, je vais peut-être me référer, parce que c'est pour moi une référence, à quelqu'un que vous connaissez bien, puisqu'il a été directeur de la rédaction de l'Express pendant plusieurs années. Au début des années 80, Jean-François Revel a publié un livre qui s'appelait « Comment les démocraties finissent ». Les États-Unis venaient de perdre la guerre du Vietnam, du Laos et du Cambodge. Ils avaient, sous Carter, été humiliés comme rarement dans leur histoire par le drame des 52 diplomates retenus en otage 400 jours en Iran par les gardiens de la Révolution. L'URSS avait envahi l'Afghanistan, et les régimes marxistes se multipliaient. Éthiopie, Nicaragua, Angola, Mozambique, Bénin, Congo-Brazzaville, on pourrait continuer. Les pays communistes de longue date, la Chine, la Corée du Nord, Cuba et toute l'Europe de l'Est, ne montraient aucun signe de faiblesse. 6 ans plus tard, le mur de Berlin tombait, l'URSS disparaissait, l'Est de l'Europe retrouvait la liberté et Fukuyama publiait son livre « La fin de l'histoire », qui proclamait le triomphe de la démocratie libérale. Aujourd'hui, l'histoire semble avoir de nouveau changé d'avis et nous oblige à nous poser la question, est-ce que Revel s'était trompé ou est-ce qu'il n'avait pas eu raison trop tôt? Le XXIe siècle n'a que 25 ans et déjà se dessinent ses enjeux majeurs, tous marqués par l'accélération de l'histoire, accélération du changement climatique qui menace l'humanité, accélération des technologies et bien sûr de l'intelligence artificielle, avec ses espoirs formidables mais aussi ses risques, y compris sur la nature même de l'homme, accélération des bascules économiques et politiques avec la fin du bref moment unipolaire de l'Amérique, l'émergence de puissances régionales et bien sûr l'ascension de la Chine qui installe une nouvelle bipolarité en surplomb de ce monde multipolaire. La question que vous posez aujourd'hui, Eric Scholl, c'est l'issue de cette nouvelle donne. L'international des dictateurs s'est reformé de façon inédite. Plus d'idéologie, plus de doctrine, rien que les rapports de force. On a beau réinstaller les bustes de Staline en Russie, le communisme a fait place à une dictature mafieuse, nationaliste et impérialiste. La Chine marie le capitalisme le plus sauvage à la surveillance implacable d'un régime totalitaire. La Corée du Nord est une tyrannie héréditaire et l'Iran une monarchie maintenue par un effroyable appareil de répression. Un seul but les unit, détruire l'ordre mondial instauré par les États-Unis et leurs alliés après 1945. Le mouvement des non-alignés des années 50 sert de modèle à de nouvelles configurations. Les BRICS, malgré leur absence d'unité, le Sud global, dont le profil exact est inconnu, l'Organisation de coopération de Shanghai sont surtout l'occasion de grands-messes, mais elles donnent le ton et jouent sur le ressentiment contre la colonisation. Ressentiment assez curieux d'ailleurs, puisqu'il épargne la Russie, pourtant le dernier empire colonial. La guerre en Ukraine s'accompagne de toute la panoplie des provocations en Europe, drones, flottes fantômes, sabotages, cyberattaques, campagnes de désinformation, influenceurs rémunérés, étoiles de David, mains rouges, têtes de cochon, faux sites web, fermes à trolls, et en arrière-plan la menace nucléaire, gesticulation préférée de Medvedev lorsqu'il n'est pas ivre, et encore plus lorsqu'il l'est. Une agression militaire contre l'Europe, donc contre l'OTAN, n'est bien sûr pas à l'ordre du jour, de la part d'un pays incapable de l'emporter contre un voisin 3 fois moins peuplé. Mais nous sommes confrontés à 3 types d'agressions simultanées. Guerre chaude en Ukraine et en Afrique, guerre froide pour l'heure en mer de Chine et dans le Pacifique, guerre hybride partout ailleurs. Ce qui est étonnant, c'est que, alors que Poutine, Xi, Kim Jong-un et Khamenei déclarent ouvertement qu'ils veulent notre défaite et le changement de l'ordre du monde, les dirigeants des démocraties font tout pour regarder ailleurs. Combien de fois ces dernières années n'avons-nous pas entendu « Nous ne sommes pas en guerre avec personne, nous ne voulons la guerre avec personne ». Quelle étrange idée,
Lorsque vos ennemis annoncent qu'ils veulent vous abattre, que de ne pas les prendre au sérieux et de tarder à préparer sa défense, ne serait-ce que pour les dissuader. Cette forme d'aveuglement face aux guerres hybrides, je voudrais vous en donner un exemple. En 2018, j'ai réclamé dans une intervention au Sénat l'interdiction de Russia Today et de Sputnik, faux médias et vrais organes de désinformation du FSB pilotés depuis Moscou. Le ministre d'alors m'a répondu « Vous n'y pensez pas ?» et la liberté d'expression. Le 25 février 2022, RT et Sputnik étaient interdits en urgence dans toute l'Europe. Il avait fallu l'invasion de l'Ukraine pour que l'on commence à comprendre que la cyberguerre, c'est aussi la guerre et que ça n'a rien à voir avec la liberté d'expression. Dans cette guerre hybride, nous n'avons pas que des ennemis extérieurs. Nous avons aussi les cinquièmes colonnes. En Chine, en Russie ou en Iran, pas d'opposition. Ici, c'est ce qui fait à la fois la grandeur et la faiblesse des démocraties. L'extrême droite et l'extrême gauche peuvent passer leur temps à dire que Poutine est un grand dirigeant, que Zelensky est un despote, que la Chine n'est pas une dictature, que l'Ukraine n'existe pas, qu'elle a toujours été russe, que ses dirigeants sont des nazis. Cette cinquième colonne est au pouvoir dans plusieurs pays d'Europe, en Hongrie, aux Pays-Bas, en Slovaquie, en Tchéquie depuis 10 jours. Elle est aux portes du pouvoir, nous disent les sondages, en Grande-Bretagne, en Allemagne et en France. Lorsqu'aux États-Unis se multiplient les interventions de l'armée dans les grandes villes tenues par l'opposition, lorsqu'un président piétine la Constitution, multiplie les décrets illégaux, révoque les juges qui pourraient l'en empêcher, limoge d'un coup tout l'état-major militaire, affaiblit tous les contre-pouvoirs et prend le contrôle des réseaux sociaux, les populistes, dans une alliance improbable avec les dirigeants des GAFAM, entreprennent la confiscation de la démocratie. Et, tout aussi funeste, adoptent la vision des dictateurs d'un retour aux sphères d'influence avec les grandes puissances dictant le sort des petits pays. Mais le principal danger pour les démocraties ne vient ni des ennemis extérieurs, ni des cinquièmes colonnes. Le principal danger, c'est celui qu'avait très bien expliqué Tocqueville, et il est inhérent au système démocratique. La démocratie est une promesse toujours inachevée. Au fur et à mesure que progressent les libertés, le bien-être et les conquêtes sociales, les inégalités qui subsistent, même minimes, deviennent insupportables. Si chacun est libre de s'accomplir, chacun peut se comparer et donc être frustré. C'est donc une société qui produit de la déception et la fatigue d'être en permanence responsable de son destin. S'y ajoute désormais la formidable accélération des réseaux que j'appelle asociaux, ou plutôt de certains d'entre eux. Alors que les sociétés humaines ont toujours eu un besoin vital de valeurs communes, et la démocratie encore plus car elle promeut l'individualisme, les créateurs de ces réseaux ont très vite compris que ce qui créait le plus de buzz, donc le plus d'abonnés, donc le plus de pubs, donc le plus de profits, était le contraire des idéaux démocratiques. L'émotion contre la raison, l'injure au lieu de la courtoisie, la menace au lieu du respect. Il y a quelque temps, Obama, sans doute un des meilleurs connaisseurs des réseaux sociaux, puisqu'il est le premier président des États-Unis à avoir été largement élu grâce à eux, déclarait dans The Atlantic « Les réseaux sociaux sont devenus l'une des principales menaces contre la démocratie. » Et en effet, ils sont le très efficace carburant de nos maladies démocratiques d'aujourd'hui, l'envie, la colère, le ressentiment, la polarisation, la haine, l'ingouvernabilité. On se moque en France des responsables politiques qui sont incapables de trouver une issue à la crise institutionnelle. Mais comment trouver une issue quand à l'Assemblée nationale, et ce n'est jamais arrivé dans l'histoire de la République, il y a plus de 60% de députés issus de partis populistes, extrémistes, antidémocratiques et poutinistes. Depuis 2 siècles, dans les démocraties, les citoyens avaient pris l'habitude de choisir entre des modérés de droite ou de gauche. Aujourd'hui, à plus de 50%, ils choisissent le trumpisme contre le wokisme et chez nous, Le Pen contre Mélenchon. La vague des réseaux asociaux agite aujourd'hui exactement comme ce nouveau média de masse qu'était la radio, qui fut le plus formidable outil de propagande dans les années 30 au service des régimes totalitaires. Vous devez trouver que mon constat est sombre, mais si je le dresse, ce n'est pas du tout pour nous accabler. C'est parce que, comme en médecine, seul un diagnostic exact permet la guérison.
Et je voudrais terminer par quelques bonnes nouvelles. La première est que les dictatures vont mal, et beaucoup d'entre elles très mal. La Russie est en train de se suicider. Aucun de ses buts de guerre n'a été atteint. Des centaines de milliers de morts, 700 000 déserteurs qui ont quitté le pays, aggravant une démographie en chute libre, des taux d'intérêt à 20% qui empêchent tout investissement, des réserves de devises et d'or presque épuisées. Mais le plus frappant, c'est la dégradation totale de son influence. Poutine souhaitait la mort de l'OTAN, il a réussi à la renforcer par l'adhésion de la Suède et de la Finlande. Il ne joue plus aucun rôle au Moyen-Orient, ni en Syrie, ni dans le conflit israélo-palestinien. Il n'est même plus en mesure d'arbitrer à ses frontières, entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan par exemple, où c'est Trump qui a imposé un cessez-le-feu. Les autres voisins, Kazakhstan, Ouzbékistan, ont pris ostensiblement leur distance depuis l'invasion de l'Ukraine. Lorsque la guerre s'arrêtera, et Poutine ne la gagnera pas, le bilan sera un désastre auquel il faudra sans doute ajouter la vassalisation par la Chine. L'Iran vient de subir un camouflet historique. Ses proxys au Moyen-Orient ont été détruits par Israël. Les bombes américaines ont retardé une fois de plus l'échéance de l'arme nucléaire. Les sanctions sont remises en place. Les mollahs règnent par la terreur sur un peuple très majoritairement hostile au régime, où les femmes sont à l'avant-garde de la contestation. La Chine se porte beaucoup mieux, évidemment. Et les Américains ont compris bien avant nous quel serait le défi du XXIe siècle. Mais les prédictions sur le rattrapage et même le dépassement des États-Unis sont en train de s'effondrer. La gestion désastreuse du Covid, la crise immobilière qui n'en finit pas, la croissance qui chute, l'hostilité croissante des pays voisins contre le contrôle de la mer du Chine et surtout une crise démographique qui remet en question toutes les prévisions de croissance à moyen terme, assombrissent considérablement le bilan de Xi, sans parler de ses menaces sur Taïwan, auxquelles il devrait réfléchir en observant les résultats de l'invasion de l'Ukraine. Je pourrais facilement continuer la liste. D'ailleurs, qui pourrait me citer aujourd'hui un pays où tout va bien ? Jacques Bainville était un historien et journaliste français qui est mort dans les années 30. Un jour, dans une conférence, une dame lui demande « Monsieur Bainville, qu'allons-nous devenir ? Tout va mal. La crise économique ne connaît pas de fin depuis 1929. Hitler nous menace, le pays est divisé. » Et Bainville lui fait une réponse que j'adore venant d'un historien. « Vous savez, madame, tout a toujours très mal marché. » Je me répète souvent cette phrase lorsque j'ai un petit coup de mou. Que faire, comme disait Lénine, dans ce monde où tout a toujours très mal marché ? Rassurez-vous, je ne vais pas vous faire la même réponse que lui. Le premier conseil que je pourrais nous donner, c'est celui de Jean-Paul II en 1978. N'ayez pas peur. Malgré les braillements de Medvedev, il n'y aura pas de guerre nucléaire, pour 1000 raisons, mais notamment parce que les Chinois l'ont interdit à Poutine et qu'ils ne changeront pas d'avis. N'ayez pas peur parce que rien n'empêche de réfléchir autant que la peur. Ensuite, dans ce monde où l'on cherche à faire croire à chacun qu'il est une victime, ne participons pas à la plainte générale. Mon grand-père a passé 8 mois dans les tranchées à Verdun. Mes parents ont eu 20 ans en 1940, quand Hitler a envahi la France. Comment pourrions-nous oser nous plaindre, nous dont la génération n'a connu aucune guerre dans son pays depuis sa naissance et qui avons gagné 20 ans d'espérance de vie en 60 ans ? Un conseil peut-être pour les dirigeants des démocraties qui traînent les pieds pour soutenir l'Ukraine au nom de la crainte d'une soi-disant escalade qui n'arrivera pas. Arrêtez de laisser mourir les Ukrainiens par milliers parce que vous barguiniez votre aide. Et comprenez que le monde entier regarde l'Europe, qui fut une grande puissance et qui hésite à le redevenir, pour savoir s'il doit encore la respecter ou s'il peut s'essuyer les pieds dessus. Et arrêtez enfin, au bout de 3 ans, d'acheter du gaz russe auquel vous consacrez exactement les mêmes sommes que celles que vous donnez à l'Ukraine. Cette scandaleuse hypocrisie prolonge la guerre. Et enfin, un conseil pour l'Europe en panne de croissance, en panne de décision, en panne d'innovation. Il est simple et le travail a déjà été fait par les plus compétents. Il s'appelle le rapport Draghi sur l'Europe puissance. C'est la meilleure feuille de route que l'on ait tracée depuis longtemps et il fait l'unanimité. Mais au bout d'1 an, moins de 10% de ces prescriptions sont appliquées. Le reste du monde n'attendra pas la lenteur de nos rituels communautaires. Il y a urgence. Les démocraties sont-elles en danger ? La réponse est oui, et elles l'ont toujours été. Est-ce qu'elles vont changer ?
Très certainement, comme nous l'expliquera sans doute Hugo Micheron dans un instant, si j'en crois le titre de son intervention. Est-ce qu'elles vont périr? Je ne le crois pas une seconde. Mais cela dépend de nous. Et ça n'a pas changé depuis 25 siècles, quand Périclès disait aux Athéniens « Vous devez combattre pour vos lois comme pour vos murailles ». Hölderlin disait, lui, « Il y a tout à défendre, il faut être fidèle ». Soyons fidèles à nos lois, soyons fidèles à la démocratie. Merci beaucoup.